Bonjour à tous, chers auditeurs. Vous êtes sur la fréquence de la radio Magnificat et c'est l'heure de votre tasse de droit que moi, LB, suis ravie de vous servir. Nous sommes en pleines vacances et on peut dire, sans risque de se tromper, que la saison des mariages est officiellement ouverte. Les cérémonies se multiplient en effet et entre autres dans les centres d'état civil, c'est-à-dire les mairies, où les invités venus assister les mariés sont souvent suspendus à 3 questions, mais plus exactement 3 réponses. La première de ces réponses, c'est « oui, je le veux ». La deuxième réponse est « monogamie ». Et la troisième réponse est « communauté ». Eh bien, c'est cette dernière réponse qui nous intéresse, celle relative aux régimes matrimoniaux, lesquels feront donc l'objet de la tasse de droit de ce jour. La lumière sur les régimes matrimoniaux, c'est tout de suite après le jingle. Hey, votre mariage est dans quelques mois. Vous ne savez pas quel régime matrimonial choisir. Vous pensez être victime de licenciement abusif. Vous ne voyez pas votre enfant depuis votre séparation. Tous les lundis à 16h, mettez-vous sur la fréquence MHz, Radio Magnificat, pour vous faire servir une tasse de droit, l'émission qui vous en dit plus sur vos droits, sur nos lois. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur cette tasse de droit au cours de laquelle nous vous proposons de faire la lumière sur les régimes matrimoniaux. La lumière car il y a en effet beaucoup d'obscurité, de confusion sur ces régimes qui peuvent donner lieu à des surprises désagréables. On va donc essayer au cours de cette émission d'éviter aux candidats au mariage et même à ceux qui sont déjà engagés dans les liens du mariage de se lancer ou de poursuivre une lancée sans en savoir un peu plus sur les régimes matrimoniaux, d'autant plus que nous sommes en haute saison de mariage. Et pour ce faire, nous allons apporter simplement des réponses à 4 questions fondamentales. La première de ces questions est celle de savoir qu'est-ce que le régime matrimonial. Parce qu'il ne suffit pas de vous présenter les régimes matrimoniaux sans fixer d'abord ce que l'on entend par régime matrimonial. C'est donc là la première lumière à faire à ce niveau, car la loi utilise des termes plus ou moins ambigus. On va notamment se référer à l'article 209 du Code de la famille, intitulé « Régime matrimonial optionnel », et dans lequel le législateur dit « Les époux mariés sous le régime de la monogamie peuvent choisir l'un des 3 régimes matrimoniaux. » Alors, nous avons ici les expressions « régime matrimonial », au pluriel « régime matrimoniaux », et « régime de la monogamie », ce qui prête souvent à confusion, notamment sur le fait qu'on ait utilisé, que ce soit pour la monogamie ou pour l'adjectif matrimonial, le mot « régime ». Si la loi évoque 2 régimes, donc le régime matrimonial et le régime de la monogamie, il y a en réalité une différence à faire entre le régime matrimonial et ce qu'il faudrait plutôt qualifier, comme l'ont proposé certains juristes, le système matrimonial. Le point commun entre les deux, c'est plus ou moins le fondement matrimonial sur lequel il repose. C'est-à-dire que l'on soit sur la terminologie de régime ou de système, tout cela se rapporte au mariage. Et donc, par système matrimonial, on entend le modèle, la forme ou la structure simplement du mariage, de l'union. C'est donc dans ce cadre que l'on distingue la polygamie de la monogamie. Et si dans l'imaginaire populaire des Congolais, la polygamie renvoie à la possibilité pour l'homme d'épouser plus d'une femme, en réalité, la polygamie est un système d'union permettant à l'un ou l'autre des conjoints, des époux, de contracter d'autres mariages. Et plus techniquement parlant, on distingue donc au sein de la polygamie la polygynie, qui renvoie à la possibilité pour un homme d'avoir plusieurs épouses, et la polyandrie, qui renvoie, à contrario, à la possibilité pour une femme d'avoir plusieurs époux. Je vois là déjà, je perçois depuis le plateau de cette émission les réactions à la polyandrie qui ne serait pas acceptable dans notre société, ce qui explique donc que
au-delà ou en dépit de l'usage du terme polygamie dans le code de la famille, on l'envisage dans notre société comme la possibilité exclusivement réservée à l'homme d'avoir plusieurs épouses. Donc, pour récapituler, le système matrimonial renvoie à la structure, à la forme ou au modèle de mariage ou d'union que l'on aura choisi. Soit on se marie dans un modèle, on choisit d'adopter le modèle polygamique, soit on choisit d'adopter le modèle monogamique. De l'autre côté, nous avons le régime matrimonial, qui est défini comme l'ensemble des règles, les règles de droit notamment, relatives au patrimoine des époux. L'ensemble des règles qui déterminent plus exactement le sort des biens et des dettes des époux, qui fixent donc les conditions de leur gestion ainsi que de leur partage. Et quand on parle de régimes matrimoniaux, c'est vrai que l'expression existe au singulier, mais elle est beaucoup plus connue sous sa forme plurielle. C'est simplement parce qu'il existe beaucoup de régimes matrimoniaux. En tout cas, plus d'un régime matrimonial. Ce qui nous amène à la deuxième question. Quels sont les régimes matrimoniaux? C'est donc là la deuxième lumière qu'il est nécessaire de faire sur les régimes matrimoniaux, parce que nous observons dans notre société un décalage entre ce qui est présenté dans les mairies et ce qui est d'ailleurs appréhendé par les citoyens et ce qui est effectivement prévu par la loi. Alors, commençons donc par ce qui se passe dans les mairies. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience du mariage, ils seront d'accord avec moi sur le fait que lorsqu'ils se rendent dans les centres d'état civil afin de constituer, de déposer leur dossier de mariage, on leur remet un formulaire contenant entre autres une liste des régimes matrimoniaux à l'effet pour eux de faire leur choix. Seulement, sur ces formulaires, et vérification en a été faite, il est mentionné 3 régimes matrimoniaux. Communauté des biens, séparation des biens et communauté universelle. Ce qui est vrai et ce qui est conforme à la loi dans les formulaires que nous retrouvons dans les centres d'état civil, c'est le nombre de régimes matrimoniaux. Parce que oui, la loi a prévu 3 régimes matrimoniaux. Mais ce qui n'est pas tout à fait exact, c'est la dénomination utilisée, aussi bien dans les formulaires que, quelquefois, lors des célébrations des mariages, où l'agent d'état civil, l'officier d'état civil, va donc annoncer les 3 régimes matrimoniaux tels que je les ai présentés, tels que je les ai annoncés. Donc, je récapitule, il s'agit de la communauté des biens, la séparation des biens et la communauté universelle. Or, lorsque l'on regarde à la loi, en son article 207 notamment, les 3 régimes matrimoniaux qui existent dans notre droit positif sont, en premier lieu, la communauté réduite aux acquêts, en deuxième lieu, la séparation des biens et en troisième lieu, la communauté conventionnelle. Je ne sais pas si vous avez perçu, rien que par leurs appellations, la différence qui existe entre les termes de la loi et ce qui se fait ou ce qui se dit en pratique. Donc, en pratique, on a communauté des biens comme premier régime, alors que dans la loi, il s'agit de la communauté réduite aux acquêts. En pratique, on a la séparation des biens. Dans la loi, c'est la même expression, le même terme, séparation des biens. En pratique, on a communauté universelle et dans la loi, on a communauté conventionnelle. Vous conviendrez donc avec moi qu'il existe effectivement un décalage entre la pratique et les dispositions de la loi. En ce sens que ce que la loi a prévu n'est pas forcément ou n'est pas toujours ce qui est expliqué ou ce qui est proposé aux candidats au mariage en termes de choix de régime matrimonial. On pourrait donc se demander, à juste titre d'ailleurs, d'où vient ce décalage. Quand on sait que le Code de la famille existe depuis 1984 et que les formulaires que nous trouvons dans nos centres d'état civil ne sont pas aussi vieux que cela, donc on peut vraiment se poser la question de savoir d'où est parti ce que l'on pourrait considérer comme une erreur. Alors, l'erreur, elle est humaine, elle peut procéder d'une
mauvaise compréhension des textes ou simplement d'une erreur dans la reproduction sur les formulaires des expressions servant à présenter les différents régimes matrimoniaux. Mais ce sont des erreurs qui peuvent quand même être lourdes de conséquences dommageables ou désagréables pour les candidats au mariage, parce qu'il s'agit de leur vie dans une certaine mesure. Il s'agit de choix qu'ils font et qui ont des répercussions juridiques. C'est tout l'intérêt d'ailleurs pour tous ceux qui participent ou qui travaillent dans le métier, dont la vocation est telle que celle-ci leur permet d'exercer un certain impact sur autrui, sur la vie d'autrui, de s'inspirer du livre des Proverbes au chapitre 8, verset 12, qui recommande ou qui nous exhorte dans une certaine mesure de faire les choses avec sagesse, laquelle a pour demeure le discernement, la prudence et possède la science et la réflexion. C'est donc en mobilisant prudence, en mobilisant science, en mobilisant réflexion que nous pouvons interroger les pratiques, que nous aurons à l'esprit de nous assurer que ce que nous faisons est juste, mais surtout légal. Et il faudrait donc que nous allions toujours au bout des réflexions, des idées, que nous interrogions, comme je le disais, les pratiques, les habitudes, que nous vérifions l'exactitude des pratiques que nous entérinons dans nos administrations, dans nos services, et j'en passe. Et en parlant justement de réflexion, nous allons poursuivre ce partage après un moment de répit. Si vous prenez note et que votre stylo vous a d'aventure lâché, c'est donc l'occasion de profiter de cette pause pour vous remettre dans de meilleures dispositions. Nous nous retrouvons donc tout de suite après la pause. J'espère que vous êtes bien installés pour la suite de cette tasse de droit consacrée à la lumière sur les régimes matrimoniaux. Nous poursuivons avec la troisième question sur la base de laquelle nous sommes en train de réaliser ce partage. Cette question consiste à savoir quel régime matrimonial peut-on choisir en fonction de son type d'union. En d'autres termes, quel est le régime ou quels sont les régimes qu'il nous est possible de choisir selon que l'on ait opté pour un modèle d'union ou pour un système matrimonial polygamique ou monogamique. On va commencer par la monogamie, qui est le choix visiblement principal de base, généralement rencontré lors des célébrations des mariages. Alors, lorsque les époux ont opté pour un système monogamique, ils sont libres de choisir l'un des 3 régimes matrimoniaux prévus par la loi et que je vous ai précédemment indiqués. À titre de rappel, il s'agit de la communauté réduite aux acquêts, de la séparation des biens et de la communauté conventionnelle. Lorsque les époux choisissent par contre le système polygamique, ils sont privés de leur faculté de choix et sont donc obligatoirement placés sous le régime de la séparation des biens. Mais il peut arriver que l'on rencontre d'autres situations en pratique.
Ce serait par exemple que des époux choisissent de passer d'un système monogamique à un système polygamique. Donc, un homme aura épousé sa femme, il a opté pour la monogamie, mais en cours de mariage, il estime que la polygamie lui convient et qu'il voudrait donc contracter d'autres mariages par devant l'officier d'état civil. Alors, lorsqu'on envisage un tel changement, donc comme je l'ai dit, de la monogamie à la polygamie, ce qui va se faire simplement, c'est que si vous avez, par exemple, opté pour la communauté réduite aux acquêts initialement, ce régime va être dissous. Le régime, donc le patrimoine commun, va être liquidé, c'est-à-dire partagé entre les époux. Et dès l'instant où vous contractez le second mariage, le deuxième mariage, parce que vous avez le droit de contracter un troisième, un quatrième, un cinquième, il n'y a absolument aucune limitation au nombre de mariages que l'homme peut contracter, contrairement à l'idée qui est généralement véhiculée. Donc, je disais que lorsque on passe du système monogamique, au système polygamique, à compter de la date de célébration du deuxième mariage, les deux époux initiaux sont placés sous le régime de la séparation des biens. En fait, il y a une conversion de leur régime de communauté réduite aux acquêts, si c'est ce qu'ils ont fait comme choix, en séparation des biens. Et avec la deuxième épouse, ils sont systématiquement placés sous le régime de la séparation des biens. Et ce sera le cas pour toutes les autres épouses qui viendront après. Le même régime leur sera systématiquement appliqué, c'est celui de la séparation des biens. Il y a une autre hypothèse. C'est vrai qu'elle semble être beaucoup plus rare, beaucoup moins fréquente, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas l'envisager. C'est celle dans laquelle on choisit plutôt de passer de la polygamie à la monogamie. Alors voilà un homme qui a, lors de son premier mariage, opté pour le système polygamique et qui finalement se ravise, décide de s'aligner d'ailleurs à ce que prévoient les Écritures qui disent que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non ses femmes pour que tous les deux ne forment qu'une seule chair. Donc voilà un homme qui prend un tel engagement, il va nécessairement y avoir des répercussions sur le régime matrimonial. Alors pour avoir opté initialement pour le système polygamique, ce couple, cet homme et cette femme ont été placés obligatoirement, systématiquement sous le régime de la séparation des biens. Lorsqu'ils décident donc de basculer dans un système monogamique, à ce moment-là, ils ont le choix de rester dans le régime matrimonial initial, c'est-à-dire la séparation des biens, ou alors, s'ils le veulent, ils peuvent demander à changer de régime matrimonial et opter, par exemple, pour la communauté réduite aux acquêts ou pour une communauté conventionnelle. Nous avons ainsi épuisé la réponse à donner à cette troisième question, ce qui nous permet de passer à la quatrième question. Peut-on changer de régime matrimonial? Donc, on est dans le prolongement de ce que nous avons annoncé précédemment. La réponse de principe, elle est posée par l'article 211 du Code de la famille. Oui, il est possible de changer de régime matrimonial, mais sous réserve de respecter les conditions prescrites par la loi. Et il y a notamment 2 conditions fondamentales qu'il faut respecter pour envisager un tel changement. La première condition exigée, c'est d'avoir un peu plus de 2 ans de mariage, donc d'avoir déjà totalisé 2 ans de mariage. Ce qui veut dire que lorsque vous n'avez pas encore atteint 2 années, donc 24 mois de mariage, vous ne pouvez pas envisager de changement de régime matrimonial. La deuxième condition, c'est de demander, de solliciter ce changement de régime matrimonial en le justifiant. Ce qui veut dire que vous devez présenter un motif légitime, une bonne raison qui justifie ou pour laquelle vous estimez devoir être placé sous tel régime plutôt que sous celui sous lequel vous êtes. Généralement, les changements de régime matrimoniaux sont la résultante de l'inconduite ou en tout cas de la menace que l'un des époux va percevoir sur le patrimoine en raison de l'inconduite de son conjoint, de son époux ou de son épouse. Donc, c'est un changement qui
va être motivé par l'intérêt de la famille, la nécessité de protéger les intérêts de la famille. Vous vous retrouvez en face d'une épouse, par exemple, qui se caractérise par sa prodigalité, à l'instar du fils prodigue que nous connaissons tous, celui-là qui a dilapidé toute sa fortune en un temps record. Vous avez justement des adultes qui ont ce problème. Donc voilà une épouse prodigue qui dépense sans compter, qui dépense de manière irresponsable, et ce qui fait que sa famille en réalité se trouve en danger. Sa prodigalité est un risque pour sa famille. Sa prodigalité est une menace pour sa famille. Donc l'époux qui estime que la communauté, ou du moins la gestion du patrimoine commun, est compromise par la prodigalité de son épouse ou pour n'importe quel autre motif, en tout cas légitime, c'est-à-dire une bonne raison réelle et sérieuse. Donc, on va estimer, ou le juge, en tout cas, décidera donc d'accorder la fameuse demande, de faire droit à la demande, de changement de régime matrimonial sollicité. Mais si vous ne justifiez pas d'un tel motif, qu'il n'y a aucune menace dans l'intérêt de la famille, qu'il n'y a aucune menace donc pour le patrimoine de chacun d'entre vous en tant qu'époux, il n'est pas évident d'obtenir gain de cause. Après, cela n'exclut pas non plus que les deux époux décident d'un commun accord de changer leur régime matrimonial. Ce qui se traduirait ou se manifesterait par une requête conjointe adressée au juge compétent à l'effet de demander ce fameux changement de régime matrimonial. Et nous avons prévu un bonus pour vous, un petit cadeau, une 5e question. Comment bien choisir son régime matrimonial? C'est la question que se posent certainement beaucoup de couples, parce que ce n'est pas évident déjà de connaître toutes les règles entourant ces régimes matrimoniaux. On ne sait pas souvent sur quel pied danser. On a le discours religieux en vertu duquel le fait que l'on se marie avec quelqu'un fait que nous faisions une seule chair avec cette personne. Et puisque désormais nous ne sommes qu'un, cela implique également que nos patrimoines fusionnent. C'est un très beau discours. Mais il ne faudrait pas seulement tenir compte de tout ce qui peut être servi en termes de convictions religieuses pour choisir son régime matrimonial. C'est une façon de dire que le régime matrimonial ne se choisit pas en fonction des convictions religieuses, mais plutôt en fonction des intérêts en jeu, en fonction de l'environnement social ou familial dans lequel on se trouve. Quand je parle d'intérêts en jeu, je fais allusion par exemple à la profession de l'un ou l'autre des époux. Quand on a un époux commerçant, quand on a un époux actionnaire dans une société dont la responsabilité est illimitée, par exemple, on fait attention au choix du régime matrimonial entrepris. Parce qu'en fonction du choix que l'on aura fait, si jamais ses affaires ne marchent pas, que son entreprise fait faillite, c'est le patrimoine commun qui est dans une certaine mesure exposé. Donc, il y a une espèce d'interpénétration entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés. Donc, en fonction justement des affaires que l'on a, des investissements ou des engagements que l'on aura pris, on va éviter dans ce contexte-là, par exemple, un régime de communauté. Le seul but serait de protéger justement la famille d'une éventuelle faillite à l'issue de laquelle les créanciers viendraient se servir non pas seulement sur le patrimoine de la société ou de l'entreprise, mais ils vont sortir du cadre du patrimoine de l'entreprise parce que l'actif de l'entreprise n'aura pas suffi donc à désintéresser les créanciers, n'aura pas suffi à faire face au passif de la dite entreprise, mais on va se tourner vers les biens propres de l'associé, de l'entrepreneur. Donc, on va tenir compte de ces enjeux-là, économiques, financiers, d'affaires. On va tenir compte, comme je le disais tout à l'heure, de l'environnement social et familial. Chacun, je pense, fait à un certain moment ou un autre, peut-être inconsciemment ou non, l'examen ou la lecture de la société. Chacun peut donc avoir une idée du sort qui serait réservé à son époux ou à son épouse en cas de décès.
Et en considération donc de comment la société réagirait, de comment là où les familles réagiraient, on peut anticiper et protéger les personnes qui nous sont chères justement en faisant un choix judicieux de régime matrimonial. Voilà donc, chers auditeurs, c'est sur cette dernière question bonus que nous mettons un terme à l'émission de ce jour qui, nous l'espérons, vous a édifié. Alors nous sommes bien conscients que votre curiosité n'est pas pleinement satisfaite, que vous avez envie d'en savoir plus parce que oui, les régimes matrimoniaux sont un thème assez intéressant, un thème qui ne nous rassasie pas à l'occasion d'une seule émission. Et nous pouvons vous garantir que vous pouvez être rassurés de ce que nous allons présenter chaque régime matrimonial dans les moindres détails dans les prochains numéros de cette émission, de votre émission. En attendant, restez sur la fréquence 93.5 MHz de la Radio Magnificat pour la suite des programmes. C'était Taste Droit avec LB.